Je m'appelle Aïssatou. J'ai 68 ans et pendant 42 ans, j'ai cru que la maison où je vivais était vraiment la mienne. Pas seulement les murs, les tuiles ou le jardin avec les rosiers que j'avais plantés un par un. Je parle de ce sentiment d'appartenance, cette certitude tranquille qu'on a quand on rentre chez soi après une longue journée. Mais il a suffi d'un dimanche après-midi, d'un déjeuner en famille et d'une phrase lancée par mon propre fils pour que tout s'effondre. Quand il a levé la voix et pointé la porte en disant que je n'avais plus ma place ici, j'ai senti mon cœur se figer. Les couverts ont cessé de bouger. Les conversations se sont éteintes. Et moi, je suis restée assise, le dos droit, les mains croisées sur mes genoux, regardant fixement mon assiette encore à moitié pleine. Personne n'a osé me regarder dans les yeux. Personne n'a pris ma défense. J'ai compris à cet instant que j'étais devenue invisible dans ma propre maison. Mais ce que mon fils ignorait, ce que toute cette famille réunie autour de la table ignorait, c'est qu'il existait une clé. Une petite clé en laiton, cachée tout au fond du dernier tiroir du buffet de la salle à manger, sous des nappes brodées et des sets de table que plus personne n'utilisait. Une clé que j'avais laissée là volontairement, comme on laisse une graine en terre en attendant le bon moment pour qu'elle germe. Cette clé allait tout changer. Mais pour que vous compreniez vraiment ce qui s'est passé ce dimanche-là, il faut que je remonte un peu en arrière. Si cette histoire vous touche déjà, si vous ressentez cette douleur silencieuse que je porte, alors restez avec moi. Abonnez-vous à cette chaîne, activez la cloche de notification, parce que ce que je m'apprête à vous raconter mérite d'être entendu jusqu'au bout. Il y a des vérités qu'on garde enfouies pendant des années, et aujourd'hui, je vais enfin déterrer la mienne. Je suis née au Sénégal, dans un petit quartier de Dakar où les maisons se touchaient presque et où tout le monde connaissait tout le monde. Ma mère vendait du poisson au marché de Soumbédioune et mon père réparait des vélos dans une échoppe si petite qu'on aurait dit une boîte à chaussures. Nous n'avions pas grand-chose, mais nous avions la dignité et le respect. Quand j'avais 22 ans, j'ai rencontré Mamadou. Il travaillait pour une compagnie de transport maritime et il m'a fait rêver avec ses récits de voyages en France, de Paris, de ces rues pavées qu'il décrivait comme si c'était le paradis sur terre. Nous nous sommes mariés rapidement, comme c'était la coutume, et 6 mois plus tard, nous avons quitté Dakar pour Marseille. J'avais le cœur serré en laissant ma famille, mais Mamadou me promettait une vie meilleure, une maison à nous, des enfants qui grandiraient avec des opportunités que nous n'avions jamais eues. Les premières années en France ont été dures. Je ne parlais presque pas le français. Je me sentais perdue dans cette ville immense où les gens marchaient vite et baissaient les yeux. Mamadou travaillait du matin au soir, parfois la nuit aussi. Moi, j'enchaînais les petits boulots, le ménage dans des bureaux, la garde d'enfants pour des familles qui me payaient en liquide et ne me regardaient jamais vraiment. Nous vivions dans un appartement minuscule à la Castellane, un quartier où on ne posait pas trop de questions. Mais Mamadou avait un rêve. Il voulait qu'on ait notre propre maison. Une vraie maison avec un jardin, une porte d'entrée qu'on pourrait fermer à clé et qui serait à nous. Alors, on économisait. Chaque centime comptait. Je raccommodais nos vêtements jusqu'à ce qu'ils tombent en lambeaux. On ne sortait jamais au restaurant. On ne prenait pas de vacances. Tout était pour la maison. Et puis un jour, après 7 ans d'efforts, Mamadou est rentré avec des papiers sous le bras et les yeux qui brillaient. Il avait trouvé une petite maison à Aubagne, pas loin de Marseille, avec 2 chambres, un salon, une cuisine et un jardinet à l'arrière. Ce n'était pas grand, ce n'était pas neuf, mais c'était à nous. Enfin, presque. Il restait encore beaucoup à payer, mais Mamadou avait négocié un prêt. Nous avons signé ensemble. Les 2 noms figuraient sur l'acte de vente. Aïssatou Ndiaye et Mamadou Ndiaye. Je me souviens avoir pleuré en tenant ce document entre mes mains. Ce bout de papier représentait tout ce que nous avions construit ensemble, toutes ces années de sacrifice, toutes ces nuits où je m'endormais en rêvant d'un endroit bien à nous. La maison était modeste, mais elle avait du charme. Les volets bleus, le crépi blanc un peu écaillé, le petit jardin où j'ai immédiatement planté des rosiers et des herbes aromatiques qui me rappelèrent le Sénégal. Mamadou a installé une balançoire pour les enfants qu'on espérait avoir bientôt. Et justement, moins d'1 an après notre emménagement, je suis tombée enceinte. Ce fut la période la plus heureuse de ma vie. J'avais une maison, un mari qui m'aimait, et bientôt, un enfant. Quand Ousmane est né, j'ai cru que ma vie était complète. C'était un beau bébé avec des yeux immenses et un sourire qui illuminait toute la pièce. Mamadou était fou de joie.
Il passait des heures à le bercer, à lui parler en wolof, à lui promettre qu'il aurait tout ce que nous n'avions pas eu. Mais la vie ne vous laisse jamais tranquille très longtemps. 3 ans après la naissance d'Ousmane, Mamadou a eu un accident sur le port. Une palette de marchandises mal arrimées est tombée et l'a écrasé. Il est mort sur le coup. J'avais 29 ans et je me retrouvais seule avec un petit garçon et une maison dont je devais encore rembourser plus de la moitié. Les premières semaines, je ne me souviens même pas comment j'ai fait. Je crois que j'étais dans une sorte de brouillard, incapable de réaliser ce qui m'arrivait. Mais Ousmane avait besoin de moi. Il fallait que je me ressaisisse. Alors j'ai continué. J'ai repris mes boulots de ménage, j'ai trouvé du travail supplémentaire dans une blanchisserie, j'ai accepté toutes les heures qu'on me proposait. Ma voisine, Madame Blanchard, une vieille dame qui vivait seule, gardait Ousmane quand je travaillais tard. Elle ne me demandait jamais rien en échange, elle disait juste qu'elle aimait avoir un peu de vie autour d'elle. Les années ont passé comme ça. Ousmane grandissait, allait à l'école, ramenait des bulletins corrects. Je continuais à travailler sans relâche, à payer le crédit de la maison chaque mois, sans jamais manquer une échéance. C'était épuisant, mais je tenais bon parce que je savais que cette maison représentait notre avenir. Celui d'Ousmane surtout. Quand il a eu 18 ans, il est entré à l'université pour étudier la gestion. J'étais si fière. Mon fils, le fils d'une femme de ménage et d'un docker, allait avoir un diplôme. Il allait avoir une vie meilleure que la nôtre. C'est à l'université qu'il a rencontré Sandrine. Elle venait d'une famille bourgeoise d'Aix-en-Provence. Son père était avocat, sa mère médecin. Au début, je me suis dit que c'était bien qu'Ousmane fréquente des gens éduqués, que ça lui ouvrirait des portes. Sandrine était polie avec moi, souriante, mais il y avait toujours quelque chose dans son regard que je n'arrivais pas à définir. Une forme de distance peut-être, comme si elle me jaugeait en permanence. Mais je me disais que c'était mon imagination, que j'étais trop méfiante. Ils se sont mariés 2 ans plus tard, et j'ai organisé la réception dans le jardin de la maison. J'avais économisé pendant des mois pour que tout soit parfait. J'avais même fait venir un traiteur sénégalais de Marseille pour préparer des plats traditionnels. Sandrine avait souri poliment toute la journée, mais je voyais bien qu'elle aurait préféré quelque chose de plus conventionnel, de plus français. Après leur mariage, ils ont emménagé dans un appartement à Aix, mais ils venaient régulièrement le dimanche pour déjeuner. C'était devenu une tradition. Je préparais toujours un bon repas, je mettais la table avec soin, je sortais les belles assiettes. Sandrine arrivait toujours avec des remarques subtiles. Pourquoi je n'avais pas refait la peinture de la cuisine? Pourquoi mes rideaux étaient démodés? Pourquoi je m'entêtais à garder cette vieille maison, alors que je pourrais vendre et m'installer dans un appartement plus pratique? Au début, Ousmane la défendait mollement, en disant qu'elle s'inquiétait juste pour moi. Mais avec le temps, il a commencé à reprendre ses arguments. Peut-être qu'elle avait raison. Peut-être que c'était trop grand pour moi toute seule. Peut-être que je devrais envisager autre chose. Mais cette maison, c'était tout ce que j'avais. C'était le fruit de 40 ans de travail acharné. C'était le seul endroit où je me sentais encore proche de Mamadou. Alors, je refusais poliment et je changeais de sujet. Sauf que Sandrine ne lâchait jamais vraiment. Et puis un jour, elle est tombée enceinte. Quand Ousmane m'a annoncé la nouvelle, j'ai pleuré de joie. J'allais être grand-mère. J'allais pouvoir transmettre quelque chose à cet enfant, lui raconter l'histoire de sa famille, lui apprendre les chansons que ma propre mère me chantait. Mais Sandrine avait d'autres plans. Elle m'a très vite fait comprendre qu'elle ne voulait pas que je m'occupe trop du bébé, qu'elle avait ses propres idées sur l'éducation, qu'elle préférait faire appel à une nounou professionnelle plutôt qu'à moi. J'ai avalé cette humiliation en silence. Mais ça me faisait mal, très mal. Quand le bébé est né, une petite fille qu'ils ont appelée Chloé, j'ai à peine eu le droit de la tenir dans mes bras. Sandrine trouvait toujours une excuse. Il fallait qu'elle dorme. Il fallait qu'elle mange. Il ne fallait pas trop la stimuler. Ousmane ne disait rien. Il se contentait d'acquiescer. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à réaliser que mon fils était en train de m'échapper. Qu'il n'était plus vraiment mon fils, mais le mari de Sandrine. Et que dans cette équation, je devenais de plus en plus encombrante. Les dimanches ont continué, mais l'atmosphère changeait. Sandrine arrivait de plus en plus tard, avec de plus en plus de reproches à peine voilés. La maison sentait le renfermer. Le jardin était mal entretenu. Pourquoi est-ce que je ne prenais pas mieux soin de moi? Un dimanche, elle a même suggéré que je devrais peut-être consulter un médecin, qu'elle trouvait que j'oubliais des choses. C'était faux, bien sûr. Je n'oubliais rien du tout. Mais elle plantait des graines de doute. Et Ousmane commençait à les arroser. Il me regardait différemment.
avec une sorte de pitié mêlée d'agacement, comme si j'étais devenue un fardeau. Et puis il y a eu ce dimanche, le dimanche où tout a basculé. J'avais préparé un couscous, comme d'habitude. J'avais mis des heures à le préparer, à faire mijoter la viande, à rouler les boulettes. Sandrine est arrivée avec ses parents. C'était la première fois qu'elle les amenait. Son père, Monsieur Moreau, un homme au regard froid et à la poignée de main molle. Sa mère, Madame Moreau, qui m'a à peine saluée avant de s'asseoir. Nous étions 6 autour de la table. Ousmane, Sandrine, leurs parents, moi et la petite Chloé dans sa chaise haute. L'ambiance était tendue dès le début. Madame Moreau a fait une remarque sur l'odeur des épices en disant qu'elle n'était pas habituée à ce genre de cuisine. J'ai souri poliment et j'ai continué à servir. C'est au moment du dessert que c'est arrivé. Sandrine a commencé à parler de l'avenir, de leur projet, de la nécessité d'avoir plus d'espace pour Chloé. Et puis elle s'est tournée vers moi et elle a dit, avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux, qu'ils avaient réfléchi et qu'ils pensaient qu'il serait mieux pour tout le monde que je quitte cette maison, que la maison était trop grande pour moi, que je ne pouvais plus l'entretenir correctement et que, avec Chloé, on avait vraiment besoin. J'ai cru que j'avais mal entendu. J'ai regardé Ousmane, attendant qu'il dise quelque chose, qu'il la contredise. Mais il a baissé les yeux. Et puis il a dit, d'une voix que je ne lui connaissais pas, que c'était vrai, que j'avais assez donné, qu'il était temps que je me repose, qu'ils allèrent me trouver un petit studio quelque part. Je suis restée figée. Les mots ne sortaient pas. Monsieur Moreau a hoché la tête d'un air entendu, comme si tout cela était parfaitement raisonnable. Madame Moreau a ajouté que c'était pour mon bien, que je serais mieux dans un endroit plus adapté à mon âge. Et Sandrine a continué en disant qu'il prendrait en charge les démarches, qu'il fallait juste que je signe quelques papiers. J'ai enfin retrouvé ma voix pour dire non, pour dire que cette maison était la mienne, que j'avais travaillé toute ma vie pour la payer, que je n'allais nulle part. C'est là qu'Ousmane a levé la voix. Il a dit que j'étais égoïste, que je ne pensais qu'à moi, que je ne voyais pas que j'étais en train de les empêcher de construire leur vie. Il a dit que cette maison était trop lourde pour moi, que je n'étais plus capable de m'en occuper, et que de toute façon, je n'avais pas vraiment le choix. Il a pointé la porte, et il m'a dit de partir. Là, maintenant, devant tout le monde. J'ai senti mes jambes trembler. J'ai vu la petite Chloé qui me regardait avec ses grands yeux sans comprendre. J'ai vu les parents de Sandrine qui hochèrent la tête, satisfaits. Et j'ai vu Sandrine avec ce sourire froid, ce sourire de victoire. Je me suis levée, j'ai repoussé ma chaise et je suis partie. Je n'ai rien pris, juste mon sac à main qui était accroché dans l'entrée. Je suis sortie de cette maison, ma maison, avec la dignité comme seul bagage. J'ai entendu la porte se refermer derrière moi. J'ai entendu le verrou tourner et j'ai compris que mon fils venait de me chasser de ma propre vie. Voilà où s'arrête la première partie de mon histoire. Mais croyez-moi, ce n'est que le début. Je suis restée dehors pendant plusieurs minutes, incapable de bouger. Le soleil de l'après-midi tapait sur le trottoir et je sentais la chaleur monter à travers mes chaussures. J'ai regardé la maison, mes rosiers, la balançoire rouillée que Mamadou avait installée et que personne n'utilisait plus. Tout était là, intact, mais ce n'était plus à moi. Du moins, c'est ce qu'il croyait. J'ai marché jusqu'à l'arrêt de bus, les jambes lourdes, la tête vide. Je ne savais pas où aller. Je n'avais pas de famille en France, pas vraiment d'amis proches. Madame Blanchard était morte depuis longtemps. J'étais seule, complètement seule. Je suis montée dans le bus sans savoir où il m'emmenait. Je me suis assise au fond, près de la fenêtre, et j'ai laissé les larmes couler en silence. Les autres passagers ne me regardaient pas. Personne ne regarde jamais une vieille femme qui pleure dans un bus. On devient invisible avec l'âge. On devient un décor. Je suis descendue au terminus, dans le centre de Marseille, et j'ai erré dans les rues jusqu'à ce que la nuit tombe. J'ai fini par m'asseoir sur un banc près du vieux port, regardant les bateaux se balancer doucement. C'est là, dans le noir, que quelque chose a remué dans ma mémoire. La clé. Cette petite clé en laiton que j'avais cachée au fond du tiroir du buffet. Vous voyez, il y a des choses que je n'avais jamais racontées à Ousmane. Des choses que Mamadou et moi avions gardées secrètes, par précaution, parce qu'on ne sait jamais ce que la vie vous réserve. Quand nous avions acheté la maison d'Aubagne, Mamadou avait une obsession. Il voulait que je sois protégée, quoi qu'il arrive. Il avait vu trop de femmes dans notre communauté se retrouver à la rue après la mort de leur mari, dépouillées par des familles cupides ou des beaux enfants ingrats. Alors, il avait pris des dispositions.
des dispositions que personne ne connaissait, pas même notre fils. Quelques mois avant sa mort, Mamadou avait rencontré un notaire, Maître Delorme, un homme discret qui avait un cabinet près du cours Julien. Il lui avait expliqué notre situation, notre crainte que quelque chose nous arrive et notre volonté de protéger notre maison. Maître Delorme nous avait conseillé de mettre en place ce qu'on appelle une clause de tontine. C'est un mécanisme juridique compliqué, mais en gros, cela signifie que si l'un de nous deux mourait, l'autre devenait automatiquement propriétaire de la totalité de la maison, comme si le défunt n'avait jamais existé sur l'acte. Pas d'héritage à partager, pas de succession à gérer. Tout revenait aux survivants. Et nous avions signé ce document ensemble, devant le notaire, quelques semaines avant l'accident. Mais il y avait plus. Mamadou, toujours prévoyant, avait aussi fait rédiger un testament. Un testament dans lequel il précisait qu'en cas de décès, je deviendrais l'unique propriétaire de la maison. Et qu'à ma mort, la maison reviendrait à Ousmane, mais seulement si certaines conditions étaient remplies. Si Ousmane se montrait indigne, s'il me maltraitait, s'il tentait de me déposséder, alors la maison serait vendue et les fonds iraient à une association caritative que nous avions choisie ensemble. Ce testament était scellé, déposé chez Maître Delorme, et une copie était enfermée dans un coffret que nous gardions dans un garde-meuble à Marseille, dont la clé était justement celle que j'avais laissée dans le tiroir du buffet. Pendant toutes ces années, je n'avais jamais eu besoin de ce document. Ousmane était un bon fils, du moins je le croyais. Alors j'avais laissé cette clé là où elle était, comme un souvenir, comme une assurance que je n'aurais jamais à utiliser. Mais ce soir-là, assise sur ce banc glacé du vieux port, j'ai compris que le moment était venu. Il m'avait chassée. Il pensait que je n'avais aucun recours, que j'étais faible, vieille, oubliable. Il se trompait. Le lendemain matin, j'ai dormi dans un petit hôtel miteux près de la gare Saint-Charles. J'ai payé avec ce qui me restait dans mon sac. Puis, dès l'ouverture, je suis retournée à Aubagne. Pas à la maison, non. Je suis allée directement chez mon ancienne voisine, Madame Rochet, qui habitait 3 maisons plus loin. Elle m'a ouvert, surprise de me voir si tôt, et encore plus surprise quand elle a vu mon visage défait. Je lui ai tout raconté. Elle était horrifiée. Elle m'a fait entrer, m'a préparé un café et m'a dit que je pouvais rester chez elle le temps qu'il faudrait. Puis je lui ai demandé un service. J'avais besoin qu'elle m'accompagne chez moi pour récupérer quelque chose. Quelque chose d'important. Nous sommes arrivés vers 10 heures. La voiture de Sandrine était garée devant. J'ai sonné. Personne n'a répondu. J'ai sonné encore. Et encore. Finalement, Sandrine a ouvert, en peignoir, l'air agacé. Quand elle m'a vu, son visage s'est durci. Elle a demandé ce que je faisais là, que je n'avais plus rien à faire ici. J'ai dit calmement que j'avais oublié quelque chose et que j'avais le droit de le récupérer. Elle a hésité, puis elle a appelé Ousmane. Il est descendu, l'air fatigué, et m'a regardé avec une expression que je ne lui connaissais pas. Un mélange de culpabilité et de dureté. Il a dit que j'avais 5 minutes, pas une de plus. Je suis entrée, accompagnée de Madame Rochet, qui me tenait le bras, témoin silencieuse de cette humiliation. Je suis allée directement au buffet de la salle à manger, j'ai ouvert le dernier tiroir, et sous les nappes, j'ai trouvé la clé. Je l'ai serrée dans ma main comme si c'était un trésor. Sandrine me regardait, intriguée mais méprisante. Ousmane ne disait rien. Je me suis retournée vers eux, et pour la première fois depuis des années, j'ai senti une force revenir en moi. J'ai dit calmement que cette maison était à moi, légalement, entièrement, que je n'avais jamais cessé d'en être l'unique propriétaire, et que s'il ne quittait pas les lieux dans les 48 heures, j'appellerais la police pour occupation illégale. Le visage de Sandrine s'est décomposé. Ousmane a éclaté de rire, un rire nerveux, incrédule. Il a dit que je délirais, que la maison était autant à lui qu'à moi, qu'il était mon héritier. J'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé Maître Delorme. Devant eux, le notaire a répondu immédiatement. Je lui ai expliqué la situation. Il a demandé à parler à Ousmane. Mon fils a pris le téléphone, l'air encore sûr de lui. Mais au fur et à mesure que Maître Delorme parlait, j'ai vu son visage changer, pâlir, se figer. Quand il a raccroché, il était livide. Le notaire venait de lui confirmer que j'étais l'unique propriétaire de la maison, que le testament de son père était clair, et que toute tentative de me déposséder entraînerait la déchéance de ses droits d'héritage. La maison serait vendue et il ne toucherait rien. Sandrine a hurlé. Elle a dit que c'était impossible, que c'était injuste, qu'ils avaient des droits.
J'ai simplement répondu que la justice avait déjà tranché il y a 40 ans et que cette clé dans ma main ouvrait un coffret contenant tous les documents nécessaires pour le prouver. Puis, je suis partie, avec Madame Rochet à mes côtés. Derrière moi, j'entendais Sandrine crier, Ousmane tenter de la calmer. Mais je ne me suis pas retournée. 2 jours plus tard, ils avaient quitté la maison, sans un mot, sans un regard. Je suis revenue chez moi, dans ma maison, et j'ai refermé la porte derrière moi. Leur silence était devenu le mien. Et ce silence, c'était le son de ma dignité retrouvée.